Prenez soin de vous avec le groupe Vive et votre programme La Santé d'abord. Groupe Vive pour une santé accessible à tous. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de La Santé d'abord, l'émission qui préfère prévenir plutôt que guérir. On nous le répète à longueur de journée, il faut manger sain et équilibré, mais concrètement, qu'est-ce que je dois mettre dans mon assiette? Ce qui est bon pour mon voisin est-il aussi bon pour moi? Et mieux manger, est-ce que ça rime forcément avec un budget plus élevé? On en parle aujourd'hui avec mes invités sur le plateau La Santé d'abord. Nous avons beau être en 2024, 8 millions de personnes sont encore en situation de précarité alimentaire, ce qui veut dire qu'elles n'ont pas accès à une alimentation suffisante et surtout de qualité, ce qui peut entraîner de nombreuses carences nutritionnelles avec un impact possible sur leur santé. Alors bien manger déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Et comment manger sain sans se ruiner? Je compte sur mes invités pour nous partager leurs conseils et leurs bons plans. Sophie Cubas, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes cardiologue de formation, vous êtes directrice médicale chez Vive 3, Centre Val-de-Loire. C'est ça. Merci d'être avec nous. Vous êtes venue de Tours, spécialement pour nous ce matin. Anaëlle Frelon, bonjour. Bonjour. Alors, vous aussi, vous venez de Tours, vous êtes diététicienne, nutritionniste chez Vive 3 également, Centre Val-de-Loire. Et Aurore Médieux, vous venez de Bordeaux, et je sais que vous êtes souvent sur Paris, vous êtes responsable transition écologique à la Chambre française d'économie sociale et solidaire chez ESS France, c'est ça. Merci beaucoup également d'avoir fait le déplacement jusque sur nos plateaux de La Santé d'abord. Mais je vous propose tout de suite d'aller interroger les Français sur leurs habitudes alimentaires. Regardez. Alors je pense avoir une alimentation saine et équilibrée. Je mange 5 fruits et légumes par jour. J'essaye de cuisiner le plus possible et de moins manger le dehors possible. Moi, je pense pas avoir trop une alimentation saine et équilibrée parce que c'est vraiment aléatoire. Et par rapport aux aliments que j'achète, je fais attention, oui, notamment sur les Nutri-Score, les ingrédients, tout ça, je fais quand même attention. Oui. Je ne suis pas pour le tout industriel, c'est-à-dire les plats industriels. Je suis plus pour le fait maison. Oui, je suis assez attentif aux aliments que je consomme et j'achète. Mais après, oui, il y a une question de prix et souvent on est plus amené à acheter des aliments modifiés, avec des OGM, quoi. Je sais pas encore trop lire les guides, on va dire, sur les aliments nutritifs ou même les provenances, etc. Quand j'achète les produits, je m'assure bien de regarder le Nutri-Score sur les produits. Si on voit qu'il y a certaines marques qui ne l'ont pas, on s'imagine que c'est catastrophique. Donc on va plutôt s'orienter sur les marques qui l'ont. Donc ça donne un bon indicateur. Alors, j'ai pas vraiment de trucs et astuces pour manger des bons produits pour pas cher, mais j'ai des très bons trucs ou astuces pour conserver des meilleurs produits très longtemps. Que je découvre de plus en plus sur les réseaux sociaux et je remercie tous les jours mon algorithme pour ça. Oui. Voilà, fait maison, Nutri-Score, étiquetage, on va parler de tout ça dans cette émission. Mais d'abord, retour aux fondamentaux. Sophie, pourquoi est-il recommandé de manger sain et équilibré, tout simplement ? Il faut manger sain pour rester en bonne santé, pour éviter, comme vous l'avez dit, l'apparition de certaines maladies, que ce soit sur de l'excès avec du surpoids, de l'obésité, mais aussi de la dénutrition. Et puis sur la santé mentale aussi, c'est important parce que bien manger, c'est aussi prendre du plaisir. Donc je pense qu'il faut manger de tout et puis de façon équilibrée, c'est le principal. Merci pour cette belle introduction. Alors justement, concrètement, comment cela se traduit déjà au niveau de ce qu'on appelle les macronutriments, les glucides, protéines, lipides? Dans quels aliments les trouve-t-on? Je pense qu'un petit rappel ne sera pas superflu, Anaëlle. Non, pas du tout. Alors en fait, au niveau des macronutriments, on en a 3 principaux, comme vous les avez évoqués. Les glucides qu'on va retrouver principalement dans tout ce qui est féculent, donc le pâte, riz, semoule, le pain. On va avoir les protéines, que l'on associe souvent aux muscles, donc qu'on a dans les viandes, les œufs, les poissons. Et parfois dans certains produits végétaux, là on le voit l'association au niveau des lentilles. Et ensuite les lipides qu'on a vraiment au niveau des produits plus gras, donc les huiles, l'avocat. Et en fait cette association va permettre d'avoir des apports énergétiques qui sont adaptés à notre... Voilà, et le gras, faire la différence entre ce qu'on appelle le bon gras et le mauvais gras.
Alors, comment on les répartit de façon équilibrée sur une journée? Parce que de façon générale, nous consommons un peu trop de glucides dans notre alimentation. Alors, glucides, c'est vraiment le sucre sur toutes ses formes. Vous en parliez, féculents, céréales, mais c'est aussi les bonbons, les gâteaux, tous les sucres rapides. Et on ne consomme pas assez de protéines, surtout chez les personnes âgées, et peut-être pas assez de bons gras. La problématique des protéines, c'est que souvent on pense forcément protéines, c'est la viande. Alors que quand on demande aux personnes âgées de manger plus de protéines, on essaye de les tourner plutôt vers le poisson, les œufs ou les légumes secs. Après, l'objectif, quand on veut avoir une alimentation... Légumes secs, lentilles, haricots rouges, haricots blancs, on essaye vraiment de leur dire manger de tout et en quantité raisonnée. C'est-à-dire qu'il faut avoir une assiette qui est équilibrée, qui est bien proportionnée. Alors, par exemple, on prend une assiette, il faudrait quoi? La moitié de l'assiette, ça va être des végétaux, des légumes? On essaye d'avoir une moitié d'assiette avec justement les végétaux, avec tout ce qui est fibres, et ensuite un quart d'assiette protéines, un quart d'assiette glucides. Voilà, ça c'est assez simple. Juste peut-être, parce que c'est vrai que ça ne parle pas forcément aux gens, mais pour les protéines, on dit souvent que c'est 1 gramme par kilo de poids. Donc si vous faites 50 kilos, il faudrait à peu près 50 grammes de protéines par jour. Un œuf, par exemple, c'est combien alors nous, on se base sur 2 œufs pour une portion. Oui. On est à peu près à 12 grammes de protéines. D'accord, donc il faut mieux prendre 2 œufs si on veut une bonne portion de protéines. Un pavé de saumon, par exemple? On est sur 22 grammes de protéines. 22 grammes, une escalope de poulet, c'est pareil? C'est ça. Après, ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a pas que les viandes, poissons, œufs, il y a aussi tout ce qui est produits laitiers. Oui, alors justement, fromage blanc. Une portion de fromage, par exemple, c'est combien? Alors, une portion de fromage, on va être dans les 5 à 7 grammes. Tout ce qui est fromage blanc ou petit suisse, là, on va être plus sur du 8 grammes, 10 grammes. Donc, ça peut être des apports complémentaires très intéressants. Voilà. Et le fromage le plus riche en protéines, c'est l'emmental. Tout ce qui est pâte dure. Ouais, tout ce qui est pâte dure. Alors, le problème, c'est qu'il y a du gras qui n'est pas forcément très, très bon dans ce type de fromage à pâte dure. Oui, alors, trop de glucides dans notre alimentation, je le disais, pas assez de protéines et de bons gras, ce qui peut expliquer que près de la moitié de la population française, aujourd'hui, est en surpoids ou en obésité. Et contrairement à certaines idées reçues, c'est surtout le sucre qui fait prendre du poids. Parce que s'il n'est pas utilisé, il sera stocké sous forme de gras. Donc, c'est important de contrôler la taille des portions aussi pour éviter la prise de poids. Oui, c'est sûr. La problématique qu'on a beaucoup, c'est que dans un repas de famille, les enfants vont avoir les mêmes portions que les adultes. On va avoir tendance à se resservir. Donc, c'est vraiment travailler sur les portions, prendre en compte l'activité physique qu'on peut avoir, l'âge, le poids, la taille de la personne pour après adapter au maximum les quantités. Ouais, tout ce qui... Oui, ça va vraiment... Enfin, tout ce qu'on fait rentrer dans notre corps, ces portions doivent être vraiment proportionnelles à l'activité physique qu'on va pratiquer dans la journée. Des petites astuces peut-être pour manger moins. Déjà, manger lentement. Et manger lentement, poser la fourchette entre chaque bouchée. Voilà, avaler quand c'est une bouillie dans la bouche. C'est ça. Ça va être aussi de ne pas laisser le plat sur la table pour éviter aux personnes de se resservir ou d'utiliser des assiettes plus petites. Ça, c'est une très bonne idée, je trouve. Manger dans des bols ou dans des assiettes à soupe. Comme il n'y a rien qui dépasse, votre cerveau se dit quand l'assiette est terminée, c'est bon, je suis rassasiée. Il s'agit également d'apporter des vitamines et des minéraux en quantité suffisante pour que notre corps puisse rester en bonne santé, ce qui veut dire avoir l'alimentation la plus riche et colorée possible, Anaëlle. C'est ça. L'objectif, c'est vraiment, comme on parlait d'alimentation équilibrée, c'est d'avoir des apports qui soient réguliers toute la journée. Les fruits et légumes font partie de notre alimentation. Après, pour avoir vraiment les vitamines et les minéraux, vraiment viser des produits de saison au maximum, qui seront les plus riches. On en parlera tout à l'heure avec Aurore. Donc 5 fruits et légumes par jour. On va dire que c'est plutôt 3 portions de légumes pour 2 portions de fruits aussi. Exactement. Parce que les fruits, ça reste quand même du sucre. Et dans ces fruits et légumes, Sophie, on trouve également des fibres qui jouent un rôle très important pour notre microbiote. Oui, c'est important pour bien assimiler aussi tous les autres nutriments et puis avoir une bonne digestion. Voilà, c'est important de manger des fibres. Donc, pour le transit. Voilà, tout à pour fait. Un bon transit, des fibres. C'est ça. Et ça nourrit les bonnes souches de bactéries de notre microbiote. Pour notre microbiote, c'est important. On sait à peu près combien de quantité de fibres il faudrait par jour? Alors, on est à peu près à 20-22 grammes de protéines. Après, on est sur des apports... de fibres. Voilà. 22 grammes de fibres, d'accord. On est 20 grammes de fibres. Après, ça va dépendre encore une fois de la taille de la personne, de l'âge, etc. On est à peu près sur cette portion. Mais ça veut dire, en gros, à chaque repas, on a un apport de végétaux, une source ou par des fruits ou par des légumes. Ou alors, des légumineuses. On le voit sur l'illustration, tout ce qui va être féculents complets, qui sont aussi une très bonne source de fibres. Alors, on ne le répétera jamais assez, il faut aussi limiter les aliments ultra transformés. Des études ont montré qu'ils représentaient 60% de l'apport calorique moyen des Français. Quels sont leurs impacts sur notre santé et en pratique, comment on peut les repérer facilement quand on fait ses courses, Aurore, sur
ces aliments ultra transformés, vous qui êtes ingénieur agronome de formation? C'est pas bon, hein, ça. Ça reste que c'est pas ma spécialité en particulier, mais évidemment, s'ils sont transformés, potentiellement il y a des additifs, des conservateurs, donc ce sont des choses qu'on n'aurait pas dans des produits frais que l'on cuisinerait soi-même. Donc ça a nécessairement des impacts sur la santé. En particulier, vous parliez d'obésité. Plus on va avoir des sucres ajoutés dans ces produits transformés, plus on va contribuer justement à cette mauvaise alimentation, si je peux dire. Mais en pratique, comment on peut les repérer facilement quand on fait ses courses? On lit l'étiquette quand il y a déjà beaucoup de lignes et beaucoup de c'est ça? C'est ça, ça va être le premier indicateur, c'est vraiment retourner l'emballage et regarder la liste des ingrédients. Après, ce qui peut être très intéressant aussi, c'est regarder quel type d'ingrédients. Par exemple, on va utiliser du dextrose, du maltose pour certains produits, alors que nous, à la maison, on ne va pas avoir ça, on va utiliser du sucre. Bon, voilà, tout simplement. Alors, aujourd'hui, justement, pour nous aider à évaluer la qualité nutritionnelle des aliments et à repérer notamment les aliments ultra transformés, il y a un outil très populaire auprès des Français, on l'a vu tout à l'heure dans le reportage, c'est le Nutri-Score. C'est très malin parce qu'il a été pensé comme un système d'étiquetage, mais est-ce que c'est fiable et pourquoi on ne le trouve pas sur tous les aliments? Regardez. Cette étiquette multicolore, vous l'avez sans doute déjà aperçue dans votre supermarché. Le Nutri-Score, si je vous en parle, vous ne savez pas du tout ce que c'est? Non, le Nutri, c'est quoi? Le Nutri-Score indique la présence plus ou moins importante de gras, de sucre et de sel dans l'aliment. S'il est classé A, il est donc meilleur pour la santé. Depuis 2017, il s'affiche sur de nombreux produits. Selon Santé publique France, vous êtes 90% à le reconnaître. Mais vous y fiez-vous vraiment? Je regarde pas spécialement ça, je regarde vraiment le descriptif derrière le produit. Je regarde un peu, oui, comme c'est fait, d'où ça vient, voilà. Avant on regardait la qualité, maintenant on passe un petit peu à côté parce qu'il faut remplir le caddie à moindre coût. Pourtant, pour ce directeur de magasin, ça c'est là et ça c'est là. Les produits sains ne sont pas forcément plus chers. Se faire plaisir, c'est peut-être acheter des produits D ou E. Pour autant, ils sont plus chers que des produits A qui seront plus accessibles. Donc on peut très bien se nourrir aujourd'hui encore en ayant des produits très bien équilibrés. Mais pour certains consommateurs comme Brigitte, ce n'est pas ça qui compte. Celui-là, la lettre n'est pas bonne du tout, par exemple. Mais bon, c'est pas moi qui le mange. Sa priorité avant tout, faire plaisir à ses petits-enfants. Bon, j'ai demandé à la nutritionniste. Annelle, qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce fameux Nutri-Score? Alors, le Nutri-Score est un outil qui est très utile pour le consommateur. C'est quelque chose qu'on visualise facilement, qui est assez facile à comprendre. Après, il faut faire assez attention parce que, par exemple, sur certains produits, comme le fromage, vu que le Nutri-Score est calculé sur une base d'une portion de 100 grammes, le fromage va forcément être en D ou E parce qu'on va avoir un apport en graisse très important et en sel aussi. Alors que si on respecte les quantités de consommation recommandées de 30 grammes, là, on va être sur un produit qui sera complètement adapté. On en a besoin aussi. Exactement. Pour sa santé. Attention à ne pas confondre avec le Planet Score. C'est très ressemblant, mais voilà, les critères n'ont rien à voir. Hein. C'est vraiment l'impact des produits sur la planète et pas sur la santé. Et puis, c'est aussi une raison supplémentaire pour manger bio, surtout pour les fruits et légumes, parce que malgré toutes les polémiques sur le sujet, ça c'est bon pour l'environnement et c'est bon pour notre santé, manger bio. Oui, c'est surtout en effet prioritairement bon pour l'environnement au départ. Et puis, si on se place dans dans la question d'une santé systémique, que ce soit l'environnement ou la santé humaine, en effet, c'est meilleur. Alors, pourquoi c'est meilleur? Parce que ça répond à un certain nombre de critères qui sont fixés dans un cahier des charges et notamment, en effet, moins d'utilisation de pesticides. Il faut néanmoins avoir en tête que les cahiers des charges diffèrent selon les pays européens puisqu'il s'agit d'un label européen et que donc une viande qui vient d'Europe de l'Est ne respecte pas nécessairement les mêmes critères que ceux qu'on peut avoir en France. Ça a au moins le mérite de pouvoir aider les consommateurs et consommatrices à se repérer dans l'intégralité des produits que l'on peut trouver. D'accord, donc on privilégie les produits bio français. On privilégie toujours plutôt le local si on veut réduire l'impact environnemental. Les produits locaux, c'est encore mieux, mais du bio plutôt français, de ce que vous êtes en train de nous dire. Et puis les produits bio, alors français ou pas, je ne sais pas, mais contiendraient quand même en moyenne 75% de pesticides en moins comparativement aux aliments issus de l'agriculture conventionnelle. Et on n'oublie pas, Sophie, de boire suffisamment.
Oui, c'est important de boire au moins 1,5 litre, 2 litres par jour d'eau. Oui, d'eau, on précise. Oui. C'est pas des sodas, alors après, ça dépend des jus de fruits ou des choses comme ça. Alors on peut, tisane, thé, etc. Mais c'est mieux de boire de l'eau. Après, ça peut paraître beaucoup. Mais finalement, si on se fixe une petite routine, par exemple, en disant je prends un verre d'eau le matin en me levant, à chaque fois que je reviens des toilettes ou que je fais une pause avant les repas, quand je fais une activité physique, il faut s'hydrater encore plus, avoir. C'est à répartir en fait sur toute la journée. C'est à répartir sur la journée et surtout, il ne faut pas attendre d'avoir soif pour boire parce que c'est déjà trop tard. On a passé plus on vieillit, plus on perd cette sensation de soif. Alors voilà, vous savez maintenant comment manger sain, équilibré, mais la question que vous vous posez sans doute, est-ce que ça coûte plus cher ? Eh bien, pas forcément. L'idée, c'est de manger intelligent. Alors en pratique, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous allez nous donner vos astuces pour avoir une alimentation de qualité sans se ruiner. Alors, sans se ruiner, déjà, je pense que, moi, c'est le conseil que je donne souvent, c'est déjà de programmer ses repas. Parce que souvent, quand on va faire ses courses, on peut se laisser un petit peu emporter par des publicités, des choses un peu attirantes. C'est vrai que si on est parti avec déjà la liste de ce dont on a vraiment besoin et qu'on a préparé ses repas à l'avance, on sait déjà ce qu'on a vraiment besoin d'acheter. Et puis je crois que le fait maison, déjà... le fait maison. Acheter en vrac aussi, c'est vrai que c'est moins de gaspillage. On n'en trouve pas partout. Oui, on n'en trouve pas forcément partout. Les gens pensent que c'est plus cher, mais finalement, non, c'est moins cher. Après, il faut avoir son petit... Il y a moins de gaspillage. Bon, après, il faut avoir son contenant, ce qui n'est pas toujours forcément évident à Oui, ça demande un petit peu d'anticipation et d'organisation. Et puis, manger intelligent, vous le disiez tout à l'heure, Aurore, ça veut dire aussi privilégier les produits de saison, hein. Oui, tout à fait. Alors, je trouve que c'est très important de dire que pour limiter le gaspillage, il est important de pouvoir se faire une liste de courses, par exemple, pour savoir ce qu'on va manger et moins le gâcher. Il faut savoir que chaque année, au moment de la consommation, on gaspille 30 kilos par an par habitant, dont 7 kilos qui sont encore des produits emballés. Donc, on parlait de pouvoir d'achat tout à l'heure. Une façon de faire des économies, c'est aussi de moins gâcher la nourriture. Donc, on peut faire un check-up de son frigo avant d'aller faire les courses. Oui, ça c'est une bonne idée, par exemple, pour se dire qu'est-ce qui reste dans le frigo et qu'est-ce que je peux acheter en complément pour cuisiner tel plat cette semaine. Sur la question des fruits et légumes de saison, évidemment, ça a un moindre impact. Quand on n'est pas obligé de chauffer une serre, par exemple, pour produire des tomates en plein hiver, donc forcément sur l'environnement, c'est beaucoup mieux. Et puis, sur la question de la santé, il y a un point absolument fondamental, c'est que si on consomme des produits de saison et en plus des produits locaux, ça veut dire qu'ils ont été cueillis, récoltés plus tard et que donc les bons sucres qui les constituent, tous les nutriments qui les constituent sont arrivés à maturité suffisante et on pourra en bénéficier totalement pour notre santé. Parce que produits locaux, ça veut dire donc produits près de chez nous, je crois que c'est à moins de 200 km de chez nous, hein, c'est ça ? C'est la définition officielle, mais bon... Bon, après, il faut aussi avoir en tête que sur la question agricole, on a énormément créé des zones géographiques de production et donc en fait, il faut aussi pouvoir parfois accéder à certaines catégories d'aliments qui ne sont pas nécessairement produites sur notre territoire. Donc moi, je dirais que si déjà on peut se dire qu'on consomme à l'échelle nationale, c'est déjà très bien parce que l'agriculture aujourd'hui, malheureusement, elle a aussi, dans sa phase industrielle, été très spécialisée à l'échelle géographique des pays et du monde entier, en fait. D'où le fait qu'on importe énormément d'aliments. Mais c'est vrai que fruits de saison, par exemple l'hiver, on ne sait jamais trop quoi manger comme fruits. On va peut-être les rappeler, hein, ça va être tout ce qui va être orange, clémentine, pamplemousse, tous les agrumes en fait, essentiellement. Oui, mais alors vous avez un certain nombre de structures qui publient, notamment je pense à l'ADEME, l'Agence de la transition écologique. Vous pouvez vous rendre sur son site et vous verrez en fait par mois, vous avez la liste avec les images des fruits et légumes. C'est vrai qu'en hiver, j'ai l'impression de tourner un petit peu en rond. Ouais. Dans les supermarchés s'y mettent aussi de plus en plus. Ils mettent en avant les fruits et les légumes de saison. Puis il y a le site Manger Bouger aussi, sur lequel on peut trouver. Mais bon, mais c'est pas toujours facile à trouver quand même dans les commerces. Ces produits locaux, cette production locale, elle reste quand même un peu marginale encore aujourd'hui. Non ? Elle est probablement plus facile d'accès quand on habite en ville, en milieu urbain dense ou médian, parce qu'on a en effet des commerces de proximité qui nous permettent peut-être plus facilement d'avoir accès à ce type d'aliments. Néanmoins, l'économie sociale et solidaire, par exemple, elle a été à l'initiative d'un certain nombre de solutions. Je pense aux AMAP, qui sont aujourd'hui assez connues, les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, qui ont un double bénéfice social et environnemental.
mais sociale en particulier, puisque d'une part, ça permet de rémunérer à son juste prix l'exploitant agricole, puisque il n'y a pas d'intermédiaire en fait entre le consommateur et le producteur. Alors en attendant, il est possible d'acheter justement des produits de qualité issus d'une agriculture durable à prix coûtant, comme à la Maison Popote à Bordeaux. Et vous allez voir, hein, c'est bien plus qu'une épicerie solidaire, c'est vraiment un lieu de convivialité. Et c'est un reportage de Régis Peignard. « 503 grammes, on est d'accord. » On est à la Maison Popote, donc c'est une épicerie et l'objectif en fait c'est de pouvoir amener des produits de qualité, donc généralement de l'agriculture biologique ou agriculture raisonnée, sur des quartiers où justement il y a généralement un manque d'offres alimentaires durables. On n'est vraiment pas un supermarché, le but c'est que ce soit un lieu convivial où les gens peuvent venir, peuvent choisir leurs produits, peuvent être acteurs aussi du projet, mais l'objectif c'est aussi que les producteurs puissent vivre de leur métier. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on achète tous nos produits au prix producteur et on les revend au prix producteur. Et la différence entre prix habitant et prix producteur est compensée par le fonds Mieux Manger pour tous, qui nous permet d'avoir une triple tarification. Ça nous permet d'avoir des prix assez intéressants pour des produits de qualité, donc qui sont très concurrentiels par rapport à ce qu'on peut trouver dans les grands supermarchés classiques. Alors l'intérêt, c'est de faire du lien, c'est que c'est moins cher. La qualité des produits. Et puis même au niveau du tarif, c'est des tarifs qui s'adaptent aux familles, hein, en fonction des revenus, du quotient familial. Et en plus, les gens sont super sympas, ceux qui sont là, donc qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? L'objectif, c'est vraiment aussi de permettre aux habitants d'avoir accès à une alimentation de qualité pour toutes les propriétés qu'il y a derrière, donc que ce soit pour le bien-être de la santé, pour le bien-être de l'environnement. Donc oui, on espère que ça leur permet de beaucoup mieux manger. Mais notre objectif, c'est de se développer sur d'autres quartiers de Bordeaux pour vendre également d'autres produits frais toutes les semaines en fait. Voilà, une très belle initiative que nous voulions saluer. Avant de terminer cette émission, j'aimerais bien qu'on dise quelques mots sur la viande, en particulier la viande rouge. On aurait tendance à en consommer encore trop au détriment des protéines végétales contenues dans les légumineuses dont on parlait tout à l'heure. Et c'est surtout vrai pour les hommes. Les hommes mangent près de 2 fois plus de viande rouge que les femmes. Sophie, quelles sont les quantités que vous recommandez et quel type de viande en fait il faudrait consommer? En fait, la viande rouge, la viande en général pour les messieurs, mais globalement dans notre société, c'est important. Ça, c'est la source de protéines. Pour les messieurs, c'est la virilité, voilà. Etc. Donc il faut en manger à chaque repas. Et c'est vrai que quand on a notamment des patients à qui, on rééquilibre un petit peu les choses, ils sont très vite en manque de viande. Bon, la viande rouge, c'est assez gras, donc c'est vrai qu'il faut la consommer de façon. Et ça peut être problématique pour aussi au niveau digestif. Au niveau digestif. Après, on peut en consommer de façon un petit peu plus raisonnable que ce qu'on fait aujourd'hui. C'est 2 fois par semaine. Voilà. Et puis après, il y a plein d'autres viandes. C'est vrai que la volaille, c'est quand même moins gras. Et puis après, il y a l'impact environnemental, effectivement, aussi de la consommation de la viande. Et aujourd'hui, on est plus dans la tendance des protéines végétales, comme on l'a dit. Mais qui seront moins bien assimilées aussi. Donc, on a besoin aussi de ces protéines animales. On a besoin des protéines animales. Donc, et puis, on a besoin de se faire plaisir. En gros, aussi. c'est quoi? On peut dire que c'est 500 grammes de viande par semaine, volaille comprise. Donc, ça fait à peu près 3 jours sans viande. Et ces jours-là, on va manger du poisson, des œufs. Oui, des poissons, des œufs. Et puis, encore une fois, une bolognaise avec des lentilles corail, par exemple. Ouais, c'est bien ça. Pour varier. Anaëlle? La viande rouge, nous, c'est vrai qu'on recommande maximum 2 fois par semaine. On est à peu près sur 150 grammes, 200 grammes sur la semaine pour avoir un apport qui reste raisonnable. Et oui, après, quand on parle viande, beaucoup de personnes pensent à la viande rouge, mais on a la volaille, tout ce qui est viande blanche qui sont très intéressantes. Et oui, on a le poisson, les œufs qui sont une très bonne source de protéines. Donc on peut s'en sortir sauf facilement. chez les femmes qui sont souvent carencées en fer, là, on peut conseiller un peu plus de viande rouge. Alors oui, ou alors ce qu'on peut faire aussi, c'est associer tout ce qui est œuf avec de la vitamine C, qui va permettre une meilleure absorption du fer. Du fer qui est contenu dans tout ce qui est citron, agrumes, etc. Merci beaucoup à toutes les 3, c'était passionnant. Je pense qu'il nous aurait fallu peut-être encore 1 heure pour explorer le sujet. Donc voilà, manger sain, équilibré, ça veut dire réduire sa consommation de sucre, d'aliments ultra transformés, ça je pense que vous l'avez compris, augmenter sa consommation de fruits et légumes, bio de préférence. Et on peut manger sain sans se ruiner, il faut un petit peu d'organisation, planifier ses repas, utiliser des produits bruts, cuisiner à la maison.
Voilà, ça demande également de réduire sa consommation de viande et de privilégier les produits de qualité, de la viande de qualité. On en mange moins, mais de meilleure qualité. Voilà, merci, un grand merci à toutes les trois. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Puis merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain numéro de La Santé d'abord. D'ici là, prenez soin de vous. Le groupe Vive vous a présenté La Santé d'abord, le programme qui prend soin de vous. Groupe Vive pour une santé accessible à tous.